Salut petit crouton, bienvenue sur la vidéo, merci de la regarder. Je suis en train de finir le montage là. C'était juste pour vous dire que l'épisode de Top Gear il passe jeudi soir, jeudi 11. Donc si vous voulez regarder Top Gear jeudi 11 avec nous, prévoyez votre télé avec Top Gear ou votre PC, plus YouTube, on fera un live pour regarder ça ensemble. Voilà, je vous laisse regarder la vidéo. À jeudi. Salut les petits croutons et bienvenue dans cette vidéo qui va être un peu unique sur la chaîne. Vous l'avez vu, changement d'ambiance, ce sera pas une vidéo comme les autres. Je viens de vendre la chorale ce soir, que vous avez déjà vu en début d'année sur la chaîne, et ça m'a fait un petit pincement au cœur, on va pas se mentir. Je sais pas si vous avez déjà vendu une voiture à laquelle vous tenez. C'est pas facile, vous avez ce petit... voir le garage vide là juste après, vous avez ce petit truc qui dit je ne verrai plus jamais cette voiture, alors que j'ai vécu tellement de choses avec. Sur la route, je réfléchissais à ça, et je me suis dit, je vais vous raconter toute l'histoire de cette voiture. Je vous en ai déjà dit un petit peu dans la vidéo qu'on a faite en janvier ou février, qui était censée signer le début du projet Chorale. On avait donc des projets d'immatriculation, vu qu'elle est encore en plaque serbe, des projets de préparation légère, et voilà, les projets de la vie font que aujourd'hui, j'ai dû m'en séparer, j'ai dû prendre cette décision. Donc, je vous propose de vous raconter toute l'histoire de cette voiture, qui date donc de 2019. Donc, j'ai les photos en face de moi pour un peu me remémorer les choses. Et puis, on va dérouler ça ensemble. C'est parti. Donc, l'histoire commence le 13 septembre 2019. Nous partons de Reims avec quelques amis. Je vais dire les noms, comme ça, ça leur rend hommage à ses potes. Et puis, ça marque aussi les souvenirs. Puisque vous savez, l'objectif du North Crew, l'objectif de la chaîne, enfin vous le savez peut-être pas, mais l'objectif de la chaîne, c'est aussi d'avoir une sorte de capsule temporelle pour nous, de notre jeunesse, de tous ces moments de ouf qu'on passe, et qu'on est sûr de pas oublier parce que la chaîne existe. Et donc cette vidéo en fait partie, parce que le voyage est encore assez frais dans ma mémoire, même si ça fait 2 ans. Et je peux raconter des détails que peut-être j'oublierai dans 10 ans. Et cette vidéo sera un peu la sauvegarde de cette mémoire, on va dire. Et je suis content de partager ça avec vous. Reprenons, nous sommes le 13 septembre 2019. Je suis avec donc Florin, Knarf, Augustin, Schneider. On est 5. Ouais, c'est ça, on est 5, j'oublie personne. On part de Reims un matin en Safran 2,16 litres. C'était la première fois que je conduisais une Safran. Le fait est qu'il y a 1 mois j'en ai acheté une, donc sort du destin. Donc le principe c'était qu'on partait pour l'aéroport de Charleroi avec un vol aller pour Budapest, et de Budapest on était censé prendre un train jusque Belgrade. Le vol fait 2 heures maximum de mémoire, donc le matin même, en fin de matinée, on est à Budapest. Du coup on va pour prendre notre train, on va à la gare. Et on apprend que, en fait, le train, la ligne a été supprimée en début d'année. Et donc, on se retrouve à Budapest sans solution pour aller à Belgrade le soir même, sachant qu'on n'avait pas de solution pour dormir. Et on avait le BNB à Belgrade le lendemain. On cherche une solution et on télécharge une appli de bus, de voyage par bus. Et on trouve un bus le soir même, donc un bus de nuit qui va jusque Belgrade. Le bus, le trajet fait 6 heures. Il me semble, 6 ou 7 heures de trajet en bus. Mais comme c'est de nuit, on se dit, bon, ça va passer tout seul. Le fait est que certains n'ont pas dormi, et certains ont dormi, comme moi. On prend le bus, et comme vous pouvez voir, on a été contents, hein. On a passé un bon moment. Le bus était assez vide. C'était donc un vendredi soir à 23 h, on a pris le bus. Donc voilà, le trajet se passe. On est bloqué à la douane 1 heure, moi j'ai dormi, donc... ça n'existe pas pour moi, mais pour mes potes, ça a existé. On arrive du coup à Belgrade le petit matin. On arrive à 6 h pile à Belgrade. Donc là, on découvre la ville, on découvre que c'est quand même assez ghetto, hein, par rapport à Budapest où tout était quand même assez propre. Belgrade, c'est un peu moins propre, mais l'ambiance est folle. Donc à partir de là, moi j'ai bu un jus d'orange parce que bon, il était 7 h, 6 h du mat. Certains ont bu une bière, petite bière à 1,50 €. On se fait un McDo,
et on se rend compte que en fait le pire plan pour manger à Belgrade c'est le McDo parce que c'est à peu près le même prix qu'en France, donc 10 balles, et que pour 10 balles à Belgrade t'as un resto, boisson, plat, dessert, largement. Donc voilà, ce sera le seul McDo qu'on a fait du voyage. Ensuite on va boire un petit coup, on prend notre Airbnb, et le soir on avait prévu d'aller voir l'Étoile Rouge de Belgrade, donc l'équipe de foot. Et donc on va voir ce match, et le billet coûtait 2 €. Donc on a payé 2 € pour aller voir le match. Je vous mets une petite vidéo, c'était assez incroyable niveau ambiance. Voilà, donc ça c'est le samedi soir, et c'est notre première soirée à Belgrade sur place. Donc je vous rappelle que le principe, c'est quand même de trouver une voiture, parce qu'on n'a pas de billet retour. Trouver une voiture sur place, donc les voitures c'est une Zastava ou une Yugo, une Zastava Yugo ou une Zastava Coral, bref, une marque serbe qu'on ramènerait en France et qui nous ramènerait en France. Donc moi le soir même je commence à éplucher un peu les sites via le parking, je mets Serbie et je vois un peu les sites que ça renvoie et je vais chercher sur ces sites-là. Et je vois qu'il y a quand même pas grand-chose, à moins de 500 balles, parce que quand même on voulait pas non plus acheter un Gamos, on voulait acheter une petite merguez, tu vois, qui nous fasse la route, et puis après advienne que pourra. Donc pour 500 balles, il n'y avait pas grand-chose. Donc là, mon cerveau il se met un peu en mode angoisse, comme d'habitude avec les voitures. Je commence à chercher, j'envoie plein de messages à plein de Serbes, on a du mal à se comprendre parce que moi je passe par Google Trad, eux voilà, ils parlent en serbe et c'est pas toujours compréhensible. Donc j'envoie plein de messages et on passe la soirée à l'appart, on boit des petits coups, on fête notre arrivée à Belgrade, et voilà. Et le lendemain je me réveille naturellement à 7h parce que j'étais stressé. Donc à 7h je suis debout, en plus il faisait beau, il faisait du soleil, donc on est debout tôt, et je reprends les recherches directement parce qu'il nous fallait une voiture dans les 5 jours quoi, on savait pas, enfin dans les 4 jours du coup désormais. On savait pas comment on allait pouvoir l'immatriculer, on savait pas comment on allait pouvoir passer les frontières, aller chez le notaire et tout, on savait pas tout ça. Donc il nous fallait la voiture assez tôt pour essayer de remplir les démarches administratives. Donc je commence à rechercher encore des voitures, d'envoyer des messages. Et je me dis, bah voilà, il est 8h, personne n'est levé dans l'appart, dans le BNB, je vais me boire un petit café en bas, sachant qu'un café c'est pas cher là-bas. On était dans un petit quartier, franchement, un petit quartier très stylé de Belgrade, une ambiance vraiment stylée, du soleil, un petit parc d'enfants, un resto de ouf, petit café, voilà, on voyait que c'était un quartier qui est vivant quoi. Donc je vais boire un coup dans ce café-là, et je tombe sur quelqu'un qui parle anglais, et du coup je commence à engager la conversation. Je lui parle du projet, de rentrer en France, etc. Suite à quoi, cet homme, il m'a aidé à traduire les messages qu'un Serbe m'envoyait. J'étais en relation avec un Serbe qui vendait donc une Zastava Coral. Donc il m'a aidé à traduire les messages et à lui répondre. Et voilà, donc on s'est donné rendez-vous le matin à 11h. Grâce à cet homme qui parlait anglais et serbe. Donc merci à toi, dont j'ai oublié le nom, mais tu as un merci venu des cieux en ce moment. Voilà, je prends rendez-vous à 11h. Et il me dit, ouais, tu télécharges Cargo, donc c'est un genre de Uber un peu éco plus en Serbie. Tu télécharges Cargo et tu vas voir, tu vas faire ta demi-heure de route, tu vas en avoir pour 10 balles. C'est ce qui s'est passé. Entre deux, j'étais rentré à l'appart pour prendre une douche et un pote, donc Florin, s'est réveillé. Les autres, tous dormaient encore. Et donc je lui dis, gros, je vais voir Hugo là, tu veux venir? Lui, il était encore schmack de la veille parce qu'on a bu un coup, et il me dit, ouais, vas-y. Donc il s'habille, et on va prendre le Cargo. Une demi-heure plus tard, on est sur place et on voit la Yugo, enfin la Coral. C'était une petite rue, un petit quartier en banlieue, hein, donc un petit quartier pas fou, on n'y traîne pas longtemps. Donc on commence à essayer la voiture, on parle du projet au mec, voilà, on fait un tour dans le quartier avec la caisse, nickel, elle a GPL, essence, elle est à 300 balles, elle est belle, elle est rouge, c'est le 1,3 litre. Et à cette époque, je savais pas encore, mais c'est le moteur le plus puissant sur la Yugo, et assez rare. Puisque c'est une des seules qu'on a vues de tout le voyage en 1,3 litre. Et la voiture roule, et elle chauffe pas, enfin elle tourne bien, voilà. Donc on l'achète, on négocie un peu, enfin je négocie un peu avec le mec, on l'achète. Le moment il est fou parce que on est en fin de matinée, on est le 15 septembre, il fait beau, on est à l'autre bout du monde, dans une voiture qu'on vient d'acheter, alors que 24 heures avant, pratiquement on était en France, à Reims quoi, et c'est totalement irréel de se retrouver dans cette voiture 24 heures après qu'on vient d'acheter à Belgrade alors qu'on n'avait jamais été dans ce pays quoi. Donc la route, on kiffe, franchement le kiff sous le soleil,
Et le temps qu'on revienne, les autres de l'appart s'étaient réveillés. À ce moment-là, donc on se dit bah vas-y, on va leur faire la surprise. Donc on leur dit ouais, on est au café en bas et tout, le temps qu'ils émergent de leur sommeil, on aura bien le temps de rentrer et de leur faire la surprise. Et donc on a réussi. Donc on arrive dans la rue, on se gare, et à ce moment-là, on voit Auguste et Schneider, je crois, ou Auguste et Knarf, passer devant nous, et Auguste il regarde la Yugo, tu vois, il fait ah stylé, Yugo, il tourne la tête. Et après, il réalise, il nous regarde et il voit qu'on est dedans. Et du coup, il comprend quoi. Il comprend et on commence à lui montrer la voiture et tout. Donc, les autres, ils arrivent et puis voilà, on monte la voiture. Et trop content quoi. On a une solution pour rentrer, même si on est 5 dans une voiture de la taille de la Yugo, c'est limite. Mais on a une solution. Donc on va faire un tour en ville avec, à 5 dedans, trop content. Enfin voilà, on commence à zoner dans Belgrade, dans une Zastava de 2002, mais qui est la même depuis plus de 20 ans hein, derrière. Donc on va prendre le petit resto à côté de l'appart. Et Knarf, donc on était 5, il nous fallait une deuxième voiture idéalement pour rentrer quand même. Et donc Knarf commence à beaucoup plus zen que moi hein, sur les recherches de voitures. Il commence à envoyer un ou deux messages à droite à gauche, puis il trouve une visite pour le soir dans un village à 30 minutes de Belgrade. On prend rendez-vous, on fait un tour dans Belgrade l'après-midi, et en début de soirée, on fait le plein de GPL, hein, comme vous voyez sur la photo, et puis en début de soirée, on se rend du coup vers cette destination. C'est à Ripanj, en Serbie. Bon, la prononciation est secondaire, ok? Très bien. Donc là, on arrive dans un petit village et on voit la voiture. Donc déjà, le village, dans une montagne, truc de fou, à 30 minutes de la capitale, il y a des montagnes, des reliefs de fou, des petits villages paumés, on dirait qu'on est, n'importe où dans le trou du cul du monde, et en fait, on est à une demi-heure de la capitale. Donc on prend des photos, etc., et on arrive à cette maison. Et en fait, c'est une maison familiale dans ce village. Alors je sais pas si c'est dans ce village ou une culture serbe, mais c'était un village familial, donc dans la même maison, il y avait 3 générations qui vivaient ensemble, c'est une grande maison, et on voit cette voiture là, avec le vernis passé, des autocollants sur la malle, qui a l'air de sortir d'une fiction russe des années 50, on la voit, et voilà, les gens nous accueillent, des gens incroyables. Donc il y avait la 3e génération, donc le grand-père qui était propriétaire de la voiture, et son fils, ou le fils de sa fille, qui était là, et qui était chaudronnier ou soudeur, enfin un truc comme ça. Et il nous accueille dans son tablier de travail, comme vous pouvez voir. Et voilà, lui il parle anglais, donc ça passe trop bien. Donc Knarf va essayer la voiture, parce que c'est lui qui va l'acheter. Et voilà, il l'achète. Et je vous mets une petite vidéo. Donc là, à ce moment-là, on se retrouve avec les 2 voitures dans ce village, et bah voilà, elles sont à nous quoi. Donc on rentre de nouveau à Belgrade, la route de nuit, voilà, je vous mets une petite photo avec Belgrade en fond, bon, la photo est floue, hein, ok. On était en Yugo à plus de 100 km/h, vous allez pas commencer à me casser les couilles. On a les 2 voitures, et donc on rentre à l'appart, on les gare, et puis après on sort en ville. D'ailleurs, c'est le soir où on a été dans le fort de Belgrade, tout en haut de la ville, et j'ai perdu le briquet de Knarf, auquel il tenait beaucoup, désolé. On rentre à l'appart, on va boire un dernier coup à un bar juste à côté de l'appart, et on rencontre des Russes qui nous invitent à prendre la coke et à aller baiser des putes en ville, à sortir en boîte. Ce qu'on refuse, évidemment. Prenez pas de drogue, hein, les croutons, attention, c'est mal. Bref, dimanche, donc 2e jour à Belgrade, on a les 2 voitures, on peut kiffer. Et non, puisque dès le lendemain, on commence à se renseigner niveau administratif, et là ça va être la merde. Donc je vais vous la faire courte. Hein. Le lundi et le mardi, donc le 3e et 4e jour, on les a passés, enfin surtout moi, je les ai passés dans les administrations, donc notaire, préfecture, police, à essayer d'immatriculer dans les règles les voitures, ou en tout cas de les acheter dans les règles, et c'était pas possible. Pour acheter une voiture en Serbie, il faut une adresse serbe, c'est comme ça. Sinon, il te faut des plaques WW et ça prend 2 semaines, et nous on partait 2 jours après, donc
on n'a pas pu. Donc je vous la fais très courte, hein. Tout ça c'est sur 2 jours. Donc voilà, le mardi soir, on commence à se dire, bon bah les gars, on a encore le BNB jusque jeudi, donc jeudi on devait partir, et nos voitures on peut pas les acheter en règle. Qu'est-ce qu'on fait? Donc on trouve une solution, qui est de passer la frontière, parce que la Serbie c'est hors de l'espace Schengen, c'est hors de l'UE. Pour passer la frontière, il y a la douane. Pas comme pour aller de France à Belgique, de France à Allemagne et tout, où c'est libre. De Serbie à Hongrie, du coup c'était notre route, il y a une douane. Et du coup on se dit, bah si on n'a pas acheté les voitures, si on n'a pas de papier, enfin on a les papiers serbes mais qu'elle est pas à notre nom, etc., on est là avec toutes les valises et tout, ça va pas passer. Donc on se dit, on passe la frontière avec le propriétaire des voitures, donc chaque voiture respective, avec une voiture qui nous suit, et cette voiture va ensuite reconduire les propriétaires chez eux pendant que nous on rentre chez nous avec leur voiture. Donc un plan assez chaud à mettre en place parce que la frontière c'est quand même à 2-3 heures de route de Belgrade au nord, donc c'est la seule solution. Donc on propose aux propriétaires, ils acceptent, donc on se dit ok, on fait ça jeudi. Donc ça c'est le mardi, et le mardi fin d'après-midi je reçois un message de mon propriétaire, enfin, du propriétaire de ma voiture, qui me dit que en fait il le fera pas, que c'est trop risqué, que il est désolé mais rentrer avec une Yugo jusqu'en France c'est complètement infaisable, que lui ça lui fait prendre un risque parce qu'on part avec ses plaques, qu'il a pas envie d'être dans la merde à cause de Français qui ont un projet de merde de venir acheter une épave en Serbie. Donc là à partir de là on se dit ok, c'est mort, on peut plus trouver de solution. On va devoir lui rendre la voiture. Et moi je réfléchis, je dis putain j'ai pas envie de lui rendre la voiture, on part dans moins de 2 jours, je vais pas commencer à rechercher une autre voiture et à réessayer de convaincre les proprios de nous amener de la frontière et tout. Donc je lui réponds pas au mec. Je dis à Auguste, bah viens on passe la frontière ce soir. On passe la frontière ce soir avec la voiture, voilà, comme ça on est sorti de Serbie et puis après on attend les autres. Auguste était pas chaud. Évidemment, c'est moi qui me tape toutes les démarches administratives, c'est moi qui achète la voiture avec mon argent, et c'est moi qui dois prendre le risque de passer la frontière, mais les autres, ils s'en battent la race, s'ils rentrent pas chez eux, bah c'est pas grave. Bref, Auguste il me dit bah viens on passe demain matin. Donc moi je dis bah ouais vas-y, bah on passe demain matin. Allez, on passe demain matin à la frontière, on part, et puis les autres ils nous rejoignent. Le mercredi matin, mercrredi 18 septembre, on prend la route, en début d'après-midi, donc on s'arrête manger un genre de truc éclaté, un genre de... comment dire, vous voyez, genre MacArthur Glen en France, genre des genres de petits villages faits uniquement de commerce, de fast fashion, éco plus. On va là-dedans, on mange une pizza, et pas une pizza, et on reprend la route, et on arrive donc quelques minutes, quelques heures plus tard à la frontière. Et là, donc on a une voiture qui est pas à notre nom, on a un papier du notaire qui dit vous l'avez acheté voilà, pour tel prix. Ah non, la voiture elle était au nom d'Augustin. Donc il a quand même pris son risque, quand même. Ouais, le papier du notaire qui nous dit vous l'avez acheté pour tant, mais c'est pas un acte de vente officiel du tout. C'est un papier que le cabinet de notaire, il nous a fait à l'arrache, en improvisant, voilà, on l'a signé, voilà. Donc dans toutes ces galères administratives, les propriétaires étaient là. Hein. Donc ils ont pris du temps, ils ont pris même peut-être un congé pour nous aider, et ça, incroyable. Les Serbes, niveau gentillesse, ah, il y a un truc que j'ai pas raconté. Donc la meuf nous suit dans les administrations, le lundi, il faut la raccompagner chez elle. Elle nous dit ouais je vais prendre un bus, je suis désolé pour tout ça. La meuf, donc la propriétaire de la voiture, elle nous dit je suis désolé. Alors que c'est nous les Français de merde qui venons acheter sa voiture, qui la mettons dans la merde pour 200 balles. Donc elle fait je suis désolé, je dis ah, attends, on va te payer un petit Perrier là, et puis je vais te raccompagner chez toi. Et donc je l'ai accompagné dans ce petit village familial là. Et les Serbes commencent à m'offrir de la glace, ils me disent vas-y reste avec nous manger, un truc fou. J'étais tout seul, tous les autres étaient restés en ville. Du coup je mange une glace avec eux, et petit souvenir, les Serbes, ceux qui connaissent la culture serbe, dites-moi si c'est vrai, la femme, donc celle de deuxième génération, pas la grand-mère, donc la fille, n'a pas mangé de glace, et je demande tu veux pas de la glace? Et son mari, donc il commence, je vois que ça jette un blanc, tu vois, ça jette un froid. Et il commence à me dire ouais non, tu comprendras peut-être un jour et tout. Donc pourquoi cette meuf n'a pas mangé de glace? Est-ce que c'est un truc de meuf que j'ignore, une certaine maladie, une certaine préposition, ou je sais pas, ou est-ce que c'est la culture serbe
qui veut préserver la féminité à tel point qu'on leur fait pas manger de glace parce que ça fait grossir. Parce que là-bas, les meufs, elles sont... Attention les gars. Donc voilà, pour se souvenir, retour au présent. Donc on arrive à la frontière et on a la voiture qui n'est pas à notre nom avec le papier de notaire. On a nos cartes d'identité. On a quand même la carte grise serbe et l'assurance serbe de la voiture, mais du coup pas à notre nom. Et on arrive à la frontière, donc stressé de ouf, parce que si ça passe pas à la frontière, on sait pas comment on rentre. On est bloqué dans le pays. On arrive à la frontière, on tombe sur un Serbe, voilà, dans le poste de douane, ou un Hongrois. Il nous demande nos cartes d'identité, donc on lui donne nos cartes d'identité, et il essaye, genre, de prononcer nos prénoms. Genre, il fait Augustin, hop, il passe à Augustin. Il fait Valentin, hop, il me passe ma carte, il fait go. Et puis voilà, on a passé la frontière comme ça. Donc, j'avais acheté un CD alors attends, c'est qui chante Celebration? Putain, là d'ailleurs, le CD, je l'ai laissé dans la voiture. Kool and the Gang, voilà. Je m'étais acheté un petit CD de Kool and the Gang en Serbie pour mettre dans l'autoradio parce qu'on n'avait pas de son. Et donc on commence à mettre Celebration à fond de balle en sortant de la frontière. Donc voilà, en Hongrie, on croise cette petite M3 et on se dit bah voilà, on va aller dans la ville la plus proche. La grande ville la plus proche, on regarde sur la carte et il s'avère que c'était Szeged, S-Z-E-G-E-D. Donc on arrive à Szeged, on fait un arrêt avant dans un village hongrois vraiment typique culture d'Europe de l'Est. Toutes les pelouses pondues nickel, des statues entretenues de fou, tout bien rangé, il n'y a pas un déchet nulle part, et c'est un petit village. Hein. Une école, c'est tellement propre partout, c'est tellement paisible, que ça en devient limite oppressant, ambiance film d'horreur, tout est parfait, et puis il y a un truc qui va mal tourner. Du coup on s'arrête dans ce village, on fait un petit tour, donc soulagé parce qu'on a passé la frontière, et puis voilà, on va dans cette ville, Szeged, et on se dit bah voilà, on va trouver un truc à faire ce soir. Et puis il se trouve que cette nuit-là précisément, donc pour 2-3 jours, il y avait le festival du vin, enfin ouais, un salon du vin quoi, sur une grande place à Szeged. Et puis on tombe là-dessus, et puis là on se dit putain, trop bonne soirée, trop bonne journée, on passe la frontière, on arrive là, donc on commence à aller retirer de l'argent, on se descend des bouteilles, on prend un plat de street food sur place, on va voir un petit concert de jazz parce que ça passait là, donc on s'arrête devant le concert. Je reçois un message du proprio de ma voiture, donc je vous montre le message, je vais vous le traduire. Salut Valentin, j'ai parlé avec tes amis qui sont encore en Serbie, donc il avait appelé mes potes qui étaient encore en Serbie pour leur demander où j'étais avec la voiture. Je vous ai appelé ce matin pour vous dire que j'avais changé d'avis et que je vous conduirais hors de la frontière serbe, mais il était trop tard. Parce que moi j'étais déjà parti et je lui répondais plus, parce que je croyais qu'il voulait récupérer la voiture. Je suis désolé à cause de tant de doutes et d'écoute pour ma femme et mes amis, je n'ai pas écouté mon cœur. J'essaye de changer ça, donc le mec se livre, c'était incroyable. Vous êtes des bons gars, je suis content que tout aille bien, et s'il te plaît, comprenez-moi, personne n'amène une Yugo jusqu'en France juste pour le délire. Désolé encore, j'ai fait une erreur et je te souhaite du bonheur. Et ouais, incroyable. Genre le mec je le connais pas, hein. C'est un mec à qui j'ai acheté une Yugo 2 jours avant quoi. Donc c'était fort, hein. C'était assez fort en émotion ce voyage. Parce qu'il y avait du stress, il y avait de la joie parce qu'on était à Belgrade hors du temps, il faisait beau, il y avait de la peur parce qu'on savait pas comment on allait rentrer, il y avait tout quoi. Et voilà, enfin, trop bonne soirée. Et donc le lendemain, ceux qui étaient restés en Serbie à Belgrade, qui attendaient qu'on leur dise si ça passe à la frontière, partent. Ça passe pour eux à la frontière, ils nous rejoignent. Et il s'avère que notre Yugo fuyait énormément du rite de remplissage du réservoir, donc du bouchon jusqu'au réservoir. Donc on galère quand même un peu à trouver un garage, mais on trouve un garage qui nous le répare dans les 3 heures. Dans les 3 heures, elle était réparée. On repart pour le retour. On passe à un genre de Calinoto, je perds un encadrage, voilà, une petite écope de phare en plastique. Ça nous fait rire parce que tout le Calinoto s'arrête juste parce qu'on est venu avec une Yugo de merde la laver et parce que notre truc de phare tombe. Donc on casse les couilles à tout le monde. Bah voilà, cassé. Oh merde.
Donc là, les voitures sont nickel. Elles sont toutes propres et on est prêt à prendre la route. C'était quand même une longue route, hein. Mais on passe par des paysages trop beaux. On s'arrête, manger un bout dans des endroits, on s'arrête prendre une photo avec notre petit drapeau serbe. Et voilà, les Serbes, on était en Allemagne à ce moment-là, je crois. Ça leur fait trop plaisir de voir une Yugo, enfin 2 Yugo avec le drapeau serbe. Donc les routiers nous klaxonnaient. Et en fait, on se donne rendez-vous chez un pote en Suisse, donc chez Réoui, donc chez Kael, en Suisse, avec les voitures. Et donc on va jusque chez lui. Et puis le lendemain, on rentre en France. Donc fin de l'épisode achat et tout de la voiture, on est en France avec la voiture. Et maintenant, je me dis, ok, qu'est-ce que je vais foutre de cette caisse? Donc le plan à la base, c'était de la laisser à Reims chez mes potes, qui me l'achètent, et qui me l'achètent le prix que j'avais payé, et que eux la refassent, et que moi je sois libéré de ça, parce que j'étais venu jusque Reims en voiture, donc je pouvais pas rentrer avec les deux. Donc il fallait que je fasse un choix, donc c'est la solution qu'on trouve. Donc j'ai laissé à Reims, je repars chez moi, donc en Laguna à l'époque, un Lexus SV, et puis il s'avère qu'en fait, ils m'ont pas acheté la voiture. Voilà, le paiement a traîné, etc. Et puis au bout d'un moment, il a fallu me la rendre. Donc ils arrivent ils me la rendent en mi-janvier 2020. À ce moment-là, on avait un garage pour la stocker à Saint-Goël. C'est le garage que vous avez vu dans les premiers épisodes de la Twingo, par exemple. Gare en terre, au fond d'un jardin, d'un proprio, etc. Donc assez chiant, vu qu'on venait souvent la nuit, etc. Et donc je me dis, bah vas-y, la caisse, je vais l'immatriculer, je vais la préparer un peu, voilà, je vais la rebaisser, donc à l'avant combiné ou surcroît amortisseur, à l'arrière c'est des barres de torsion, donc je vais devoir en rajouter, enfin en enlever, petite jante, voilà, je vais mettre une émission, je vais mettre une ligne, je vais vider, je vais mettre baquet, volant, et puis cette petite 1,3 litre 65 carbu, il va développer tout son potentiel avec une voiture comme ça. J'étais chaud. Et bah voilà, le projet a traîné. La Yugo, je la sortais de temps en temps, mais pas trop, parce que bah plaque serbe, pour le coup que je me fasse arrêter, bah, c'est mort quoi. Donc clairement, je roulais pas avec la voiture, je voulais la conserver. Aujourd'hui, ça fait 2 ans que j'ai ramené cette Yugo, on est donc début octobre, et je l'ai ramené mi-septembre 2019, donc ça fait 2 ans. Et je me suis lancé dans des projets dernièrement qui vont faire que j'aurai plus le temps. La Yugo, elle me coûte 60 € par mois en stockage depuis 2 ans. Et je me dis, bah si j'ai pas pris le temps de le faire avant, je pourrais prendre le temps de le faire maintenant, mais j'ai des choix à faire. Et ces choix vont vers ces nouveaux projets, qui sont pas des projets automobiles. Et donc j'ai dû prendre cette décision de vendre cette Yugo, même si c'était une voiture importante pour moi. Maintenant vous comprenez. Voilà comment on en arrive à vendre une voiture, je l'ai vendue 150 balles. Voilà, 150 balles pour tous ces projets, tous ces souvenirs que j'avais encore avec moi, du coup comme j'avais la voiture. C'était encore une réalité dans le présent, et maintenant c'est devenu un passé, c'est devenu quelque chose qui est fini. Donc qui sait, peut-être que nos chemins se recroiseront avec ces voitures un jour, mais j'en doute. Il n'y a pas vraiment de morale, voilà, c'était pour conserver ces souvenirs que j'ai, pour partager avec vous ce que c'est de vivre sa jeunesse. Mais si vous êtes là, c'est que vous le savez, c'est que vous êtes passionné d'automobile, c'est que vous vivez votre passion. C'est que dans 10 ans, quand on n'aura plus le droit de rouler avec, et ben vous aurez vécu cette époque du monde où on avait le droit de rouler avec la thermique, on avait le droit de faire des conneries, on avait le droit d'aller dans une zone à 4h du mat, de taper des drifts en Sierra, de prendre des voitures à 200 balles et de les rouler. C'était aussi le marqueur de cette époque, la Yugo, et de tout ce projet un peu débile d'aller chercher une voiture en Serbie. Et cet objet avec vous qui représente l'époque qu'on vit, qu'on a vécu, et qui sera bientôt fini. Voilà. Je vais pas trop m'étendre, vous savez pourquoi la chaîne existe, et c'est pour des histoires comme ça. C'est parce qu'on a la chance d'avoir vécu cette passion et de l'avoir partagé avec vous. Et je reviens un petit peu sur ce qu'on vous a annoncé dans la dernière vidéo. Donc le fait qu'on se soit séparés, ça n'enlève absolument rien, vraiment pour personne, à tous les moments de fou qu'on a vécu, qu'on a eu la chance de vivre. Tous les vendredis soirs, on se rassemblait autour des voitures, et jusque 5h, 6h, toutes les semaines, on faisait n'importe quoi, tu vois. Enfin, on savait pas ce qu'on allait foutre, et puis on a vécu une amitié quand même incroyable, grâce au North Crew, quoi. Et c'est pour ça que le tatouage est là, c'est parce que ça représente ça représente la chance d'avoir pu vivre notre passion à travers une amitié
ou vivre notre amitié à travers une passion, ça dépend. Mais voilà. Bref, c'était l'histoire de la chorale, la Zastava chorale 1,3 litre que j'ai eue. Et voilà, rendez-vous dans une prochaine vidéo. J'espère que vous avez apprécié la petite histoire. Et puis voilà, je vous dis à bientôt.